consultations politiques de Nairobi, c'est ce mercredi que les discussions profondes ont commencé. La journée du mardi a été marquée par la prise de contact formel entre participants et la fixation de termes de référence. Et puis le yuan chinois s'impose comme une monnaie internationale. Des entreprises et des acteurs du marché se sont réunis pour analyser et dresser le perspective d'internationalisation de cette monnaie. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette information en bref. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était ce mercredi 30 novembre face aux jeunes Congolais au Palais du Peuple. Une rencontre initiée par le ministère de la Jeunesse et le Conseil national de la jeunesse pour aborder les questions qui préoccupent cette catégorie des Congolais. Les détails dans nos prochaines éditions. Après l'ouverture officielle le lundi 28 novembre, la deuxième journée des consultations politiques de Nairobi, ce mardi a été marquée par des contacts formels entre participants. C'est ce mercredi que les discussions profondes ont déjà commencé. Ici, nous faisons un retour sur ce qu'a été la deuxième séance de la troisième phase de ces pourparlers dans la capitale kenyane, Fiston Oliko. Aux participants le jour de l'ouverture. Le message en visioconférence du chef de l'État est à ce stade le premier document des références parce qu'il définit les limites et les attentes. Il est donc clair, a-t-il rappelé, que le processus PDDRCS est irréversible pour tous les groupes armés ayant déjà marqué leur accord. En paraphrasant le chef de l'État, Nairobi 3 n'est pas un espace de partage de gâteaux, a dit Serge Tshibangu. Les discussions profondes ont déjà commencé ce mercredi avec le préposé du PDDRCS dans 3 provinces, conduite par Madame la coordinatrice nationale adjointe de ce programme. Ce mardi soir, le tableau des participants ont affiché complet, près de 230 délégués incluant le représentants des groupes armés venus de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, ainsi que les représentants de la société civile de ces 5 provinces pour parler de la paix en République démocratique du Congo. Autre chose, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce mardi la réunion de sécurité qui s'inscrit dans la série des réunions pour suivre de près la situation sécuritaire du pays avec le membre du gouvernement, le responsable de services de sécurité, de migration et de renseignement. Il était question de passer en revue la situation opérationnelle et humanitaire dans le Nord Kivu et les territoires des Kwamut. Suivez le point avec Patrick Mouyaya. Cette réunion s'inscrit dans la série de réunions que le Premier ministre tient régulièrement sur instruction du commandant suprême pour suivre de près la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, comme des coutumes, nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants, vous savez que c'est cela les maîtres mots. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Vous savez qu'il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont concernés. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion, notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionnée. Il a été question de la situation à Kwamut, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République pour voir dans quelle mesure recourir notamment aux autorités traditionnelles dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Il a beaucoup été question de justice. Vous avez vu que nous avons été joints par l'auditeur général des forces armées parce qu'il y a des actes qui ont été posés, que ce soit au front dans le Nord Kivu, que ce soit à Kwamut par des hommes en uniforme. Ceux-là répondront de leurs actes devant des chambres foraines. Et puis l'Union européenne a décidé de mettre en place un financement de 50 000 € pour soutenir une intervention humanitaire en faveur de personnes déplacées internes dans la province de Mai-Ndombe et du Kwilu. Depuis le mois de juin 2022, ces provinces connaissent des confrontations violentes et des exactions à l'encontre de populations locales. Commentaire Dieudonné Bouanali.
L'Union européenne a décidé de mettre en place un financement de 500 000 € pour soutenir une intervention humanitaire en faveur des personnes déplacées internes dans les provinces d'Ima-Ndombe et d'Ikwilu. Depuis le mois de juin 2022, ces provinces connaissent des confrontations violentes et des exactions à l'encontre des populations locales. Le conflit est parti de la zone de Kwamut, puis s'est étendu vers la zone de Bandundu et d'Ikwilu. Selon les Nations Unies, en novembre 2022, plus de 55 000 personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays à raison de ces confrontations. Parmi elles, 30 000 ont besoin urgent d'aide humanitaire. Ces personnes déplacées sont réparties dans les Maïndombe, les Kwilu, les Kwango et la ville-province de Kinshasa. Plus de 2600 personnes ont aussi cherché refuge au Congo-Brazzaville voisin. Les financements humanitaires d'urgence engagés par l'Union européenne donnent la priorité au transfert en espèces à usage multiple afin de répondre aux besoins les plus essentiels des populations concernées en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Les besoins des déplacés en matière de protection et de santé, y compris le soutien psychosocial, seront également financés. L'action sera mise en œuvre par Caritas, partenaire humanitaire de l'Union européenne, pour une période ne dépassant pas 4 mois. Il s'agit plutôt de 500 000 € et non de 50 000 €. 429 cas de violation des droits de l'homme sont enregistrés pour le mois d'octobre en RDC, selon un communiqué du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme publié le mardi 29 octobre. Selon le communiqué, ces violations ont occasionné la mort de 16 personnes en détention dans les prisons et cachots. Suivez. Dans un communiqué publié ce mardi, le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme s'inquiète de plus en plus de la montée des cas de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Cette structure de l'ONU a recensé au moins 429 cas de violation des droits de l'homme fin octobre 2022, soit une hausse de 3% par rapport au mois précédent où l'on a recensé 416 cas de violation des droits de l'homme. Selon le rapport, près de 40% des cas de violation des droits de l'homme sont l'œuvre des agents de sécurité, soit 171 cas de violations recensés au mois d'octobre. Ce chiffre représente une augmentation de 6% par rapport au mois précédent. Au niveau des provinces, ce rapport relève que le Nord Kivu reste la province la plus affectée avec 237 cas, soit 64% des violations documentées dans toutes les provinces affectées par les conflits, suivi du Sud Kivu avec 47%, de l'Ituri 45% pour ne citer que celle-là. Le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme révèle que ces cas de violation des droits de l'homme ont occasionné la mort de 16 personnes en détention dans des prisons, des cachots de commissariat, de police et des cachots militaires. Une fois de plus, le prix du carburant a connu un réajustement. C'est un communiqué du ministère de l'économie nationale qui a rendu public cette information. La population qui ne sait plus à quel sens se vouer demande aux autorités de fixer le prix du transport en commun pour éviter la spéculation sur le prix de la course. C'est par un communiqué rendu public le lundi 28 novembre 2022 que les prix des produits pétroliers ont été revus à la hausse. C'est pour la énième fois que les prix du carburant prennent de l'ascenseur, ceci dans le but de maintenir non seulement les paramètres de la structure de prix, mais aussi l'équilibre du système d'approvisionnement de cette denrée dans le pays selon le dit communiqué. La nouvelle tarification de la zone ouest qui passe à 2855 francs congolais le litre pour l'essence, 2845 francs congolais pour le gasoil et 2450 francs congolais pour le pétrole est déjà d'application. Pour plusieurs Quinois, cette nouvelle augmentation a des répercussions sur le pouvoir d'achat en cette période difficile de fin d'année où le transport en commun est une véritable casse-tête. Nous regrettons l'augmentation du carburant. Nous, population, nous nous plaignons du coût du transport. Par exemple, pour la course Kingasani-Ville, elle coûtait 500 francs et aujourd'hui, elle coûte 2000 francs. Ceci est vraiment trop pour nous, petits peuples. Quand même, transport, on a population. Ce n'est pas de notre faute. Le prix du carburant a augmenté 3 fois de suite et ajouté à cela des embouteillages. Tout ceci font que les prix de la course augmentent. Après plusieurs augmentations, il est impérieux pour l'autorité urbaine de rendre publique la nouvelle tarification de la course pour éviter des spéculations voulues par les conducteurs des transports en commun.
Direction Ituri, une accalmie sécuritaire à Fataki, une localité du territoire de Djougou, hors d'Ituri. Après une année de violence perpétrée par des groupes armés, un calme s'observe dans le territoire grâce à l'état de siège. Suivez cet élément de la presse militaire de l'Ituri. Dès novembre 2021 à novembre 2022, une année sans alerte sécuritaire, voilà le résultat de l'état de siège à Fataki, un centre situé à Djougou, territoire jadis considéré comme épicentre des atrocités en province de l'Ituri. Une accalmie sécuritaire qui laisse la place à la reprise des activités socio-économiques, témoigne la population. Je réponds au nom d'Emmanuel. Je suis vendeur de poissons. Oui, les gens commencent à rentrer dans leur milieu d'origine. Actuellement, il y a la sécurité et les gens commencent à retourner. Certaines personnes sont restées dans les sites parce que leurs habitations ont été détruites pendant les atrocités. Pour Joram Bavi, docteur à l'hôpital de référence de Fataki, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avance jour pour jour vers les objectifs qui lui ont été assignés. Ces derniers appellent à l'implication de toutes les couches et à l'accélération du programme de désarmement en vue de pérenniser les acquis sécuritaires sous état de siège. Nous sommes en train de voir les résultats sur le terrain. Déjà, si les gens peuvent passer la nuit paisiblement dans leur maison, ceci signifie que l'état de siège est en train de faire son travail. Nous, à notre niveau, nous pensons que tout le monde doit s'impliquer. Chacun a une part de responsabilité dans la sécurisation de la province de l'Ituri. Que cette dynamique qui est déjà mise en place puisse continuer et que le désarmement qui est en train d'être annoncé soit fait le plus tôt possible. Puisque les jeunes gens, quand ils ont encore les armes à la main, on peut toujours avoir des cas sporadiques et pour éviter tous ces cas malheureux, nous voulons vraiment que les autorités essayent d'accélérer un peu ce processus de désarmement. En ces jours, plusieurs personnes ayant fui les atrocités dans le territoire des Djougou regagnent leurs entités grâce au programme des retours volontaires des déplacés coordonné par l'administration militaire sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Pour plusieurs personnes rencontrées ici à Fataki, le retour de la paix est non seulement une réponse aux problèmes sécuritaires, mais surtout une preuve concrète de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de la province de l'Ituri. Madame, Messieurs, maintenant la page internationale. Au Rwanda, les autorités tablent sur des recettes comprises entre 8 et 9 millions de dollars et c'est grâce à la vente d'avocats durant l'année financière 2022-2023, annonce faite par la division culture émergente au Conseil national des exportations agricoles, Jojo Mulamba. Record que le Rwanda a tant réalisé pour la période 2022-2023. Ses revenus attendus à hauteur de 9 millions de dollars américains représenteraient le double du résultat déjà record enregistré durant l'exercice précédent, soit 4,5 millions de dollars américains. Selon la division culture émergente au Conseil national des exportations agricoles, cette prévision optimiste se base sur les investissements attendus cette année dans le développement de la production et l'augmentation de volume à l'export pour satisfaire une demande mondiale sans cesse croissante. Déjà en 2021-2022, les efforts déployés par le secteur privé ont permis d'écouler 2600 tonnes d'avocats, soit plus que le double du stock réalisé un an plus tôt. Il faut donc souligner que cette tendance croissante d'une année sur l'autre, si elle se poursuit, pourrait voir le pays de Mille Collines engranger près de 36 millions de dollars américains à l'horizon 2025. Un montant qui pourrait lui permettre de rejoindre le cercle de principaux exportateurs africains d'avocats qui comprend déjà le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tanzanie. Une telle performance ferait également de l'avocat l'un des principaux moteurs de la filière horticole avec l'oignon, le piment, la tomate, le carotte, les champignons et l'aubergine. Pour rappel, ce segment a généré en 2021-2022 43 millions de dollars américains de revenus, soit environ 7% de devises d'exportation du secteur agricole. Et puis l'édition 2022 du Creative Africa Nexus s'est clôturée le week-end dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cet événement organisé par Afrin Sainte Bank a enregistré plus de 2000 participants et 200 exposants issus de 60 pays africains. L'occasion marquée pour les professionnels du secteur des industries créatives de nouer de nouveaux liens et de rétablir de nouvelles relations d'affaires. Suivez cet élément d'Africa 24.
Ce dimanche 27 novembre, après 3 jours riches d'échanges, d'exhibitions et de prestations diverses, le rideau est tombé sur la deuxième édition du Creative Africa Nexus Cannes Weekend 2022. Organisé par la Banque africaine d'import-export Afreximbank et en partenariat avec l'Union africaine, cette grande rencontre des créatifs d'Afrique a rassemblé des acteurs culturels, des chefs de file de l'industrie culturelle et créative de l'Afrique et de la diaspora. En 3 jours, 412 millions de dollars de deals ont été conclus pour le développement du secteur culturel et créatif, soit plus de 2 milliards de francs CFA. 112 millions de dollars d'accords ont été déjà engagés. Par conséquent, le président a décidé de relever les fonds à 1 milliard de dollars. Quand nous recevons une demande, elle est traitée et intégrée dans notre champ d'action. La ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Remarque, s'est félicitée de l'organisation du Cannes Weekend 2022. Comme elle l'a rappelé, cette édition qui a permis la mise en lumière du patrimoine culturel du continent est une prémisse à la fois commerciale intra-africaine qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 21 au 27 novembre 2023. Notre réunion, ce CANEX qui se tient actuellement, est le début d'une très grande réunion qui sera organisée en novembre 2023 avec, je l'espère, la possibilité d'inaugurer notre nouveau salon d'exposition avec une envergure qui sera beaucoup plus importante. Et cela, nous le devons aussi grâce à l'engagement du gouvernement ivoirien qui a tenu à accueillir la foire IATF en 2023 et donc pilotée par le ministère du Commerce, des PME et de l'Industrie. Cette deuxième édition du Cannes Weekend a mobilisé plus de 2000 participants et 200 exposants issus de 60 pays africains. Elle a été ponctuée par des masterclass, des panels, des tables rondes et des expositions de mode et d'art. Elle s'est achevée par un grand concert gratuit avec des prestations d'artistes de renom venus de l'Afrique et de la diaspora, parmi lesquels Yemi Alade du Nigeria, Didi B de la Côte d'Ivoire ou encore Nadia Nakai d'Afrique du Sud. Le yuan chinois affiche une croissance dynamique et s'impose progressivement comme une monnaie internationale. Des entreprises, des acteurs du marché, des institutions financières et universitaires se sont réunis pour analyser cette tendance à la hausse et dresser le perspective d'internationalisation du yuan lors d'une sous-session du Forum des Clarus financières 2022. Suivez nos confrères de CGNT. L'ouverture des marchés financiers chinois a renforcé le rôle du yuan dans les domaines des transactions transfrontalières et des réserves monétaires mondiales. Le président de la Banque de Chine s'adressait à une sous-session du Forum de la rue financière 2022, un rassemblement annuel des institutions financières et des banques centrales mondiales où elles échangent leurs points de vue sur le développement et la coopération économique. Dans son discours, il a souligné que le yuan chinois était passé à la 5e place des devises les plus échangées au monde, contre la 8e place en 2019. Le yuan représentait 4,3% des transactions de change mondial en 2019. Ce pourcentage s'est étendu à 7% cette année. Plus de 80 autorités monétaires et banques centrales ont inclus le yuan dans leurs réserves de change. Les institutions financières internationales présentes au forum ont salué les efforts de la Chine en faveur de l'internationalisation du yuan. Quand je vois comment la Chine a évolué depuis la fin des années 2000, si on y réfléchit, ils ont nommé un grand nombre de banques correspondantes en espèces dans 25, voire davantage de pays. Singapour est l'un d'entre eux. Si l'on considère combien de swaps ils ont fait avec certaines banques centrales à travers le monde, 25 banques centrales, la Chine internationalise son marché financier étape par étape. Step by step. Un vétéran du secteur bancaire, le Dr Pei Saifan, a affirmé que le projet de pont monnaie numérique des banques centrales multiples, ou MCBDC pour l'acronyme anglais, pourrait être une nouvelle pierre à l'édifice de l'internationalisation du yuan. Le projet permet à 4 juridictions, la partie continentale de la Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats arabes unis, de régler les paiements transfrontaliers avec leurs monnaies numériques respectives. Il est basé sur la blockchain, formant ce qu'on qualifie de corridor commun, où le pays participant peut toujours utiliser sa propre monnaie numérique émise par la banque centrale.
Et en faisant cela, vous n'avez pas besoin d'utiliser la monnaie internationale actuelle comme le dollar ou l'euro. Le Dr Pay ne manque pas de souligner que le projet, bien que prometteur, est encore dans sa phase de recherche et nécessite quelques ajustements avant d'être mis en œuvre à plus grande échelle. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Consultation politique de Nairobi, c'est ce mercredi que les discussions profondes ont commencé. La journée du mardi a été marquée par la prise de contact formel entre participants et la fixation de termes de référence. Et puis les yuan chinois s'imposent comme une monnaie internationale. Des entreprises et des acteurs du marché se sont réunis pour analyser et dresser le perspective d'internationalisation de cette monnaie. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.